Monseigneur, docteur, ambassadeur de la paix et autorité morale de la société civile de la RDC ici représentée, leurs excellences ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ici représentés, Monsieur le secrétaire général au plan et à la coordination de l'aide au développement ici représentés, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le coordonnateur du secrétariat d'appui, merci, du secrétariat d'appui à la coordination de groupes thématiques, distingués membres de la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile de la RDC et chers collègues, distingués cadres et acteurs de la société civile, chers participants, tout protocole respecté. D'aucuns n'ignorent l'essence de notre présence en séjour dans ces beaux cadres et historiques cadres du Centre d'études pour l'action sociale, du reste familier aux rencontres du genre. Pour ce qui nous concerne, plus particulièrement en séjour, il s'agit d'un temps d'arrêt momentané dicté par pérennité de l'état tragique qui connaît notre pays, caractérisé par l'insécurité quasi totale sur l'ensemble du territoire. Violation massive de droits de l'homme, dégradation de la vie sociale, pillage de ressources naturelles, manque de cohésion, bref, par effondrement de paramètres fondamentaux existentiels. Pendant ces temps, la classe politique de notre pays, de contradiction en contradiction, se paye de luxe, d'exceller dans ce qui est loin de satisfaire aux ententes du peuple. Et cela à la faveur de notre silence et parfois avec l'accompagnement de certains parmi nous. Ces tableaux sombres ne pouvaient nous laisser indifférents. Ainsi, la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile de la RDC, lors de sa réunion élargie mi-juillet 2025, avait décidé d'organiser cette journée de réflexion. Mesdames et messieurs, c'est le moment bien indiqué pour moi de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation malgré vos nombreuses occupations. Mes remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à rendre réalisable cette activité. Au nom de la coordination nationale du cadre de concertation, j'exprime nos sentiments de profonde gratitude. Mesdames et messieurs, le thème général retenu pour cette journée, la société civile de la RDC face aux enjeux de l'heure, pour ou contre le dialogue, est d'autant plus incitateur que provocateur pour les acteurs subséquentes communes. Ce thème général sera explicité par les sous-thèmes qui seront animés par les éminents experts. Exclusivement désignés par le cadre de concertation de la société civile. À l'issue de ces exposés, du reste reparti en deux panels, s'en suivront les échanges entre participants. Pour ma part, je ne m'en doute nullement,
que les résultats escomptés seront plus que satisfaisants pour nos populations dont nous sommes émanation et défenseurs. D'ailleurs, tout au long de travaux ayant pour leitmotiv notre hymne national marchant au front élevé dans l'unité en vue de bâtir dans la paix un pays plus beau qu'avant, dont nous aurons l'honneur et le privilège de léguer à nos postérités. Sur ce, la séance ou encore le travail pourrait commencer. Je vous remercie. Nous commençons donc, nous entamons la deuxième partie de temps fort de nos travaux de ce jour. À cela, je demande au protocole de bien. C'est Madame José, je vous cherche dans tous les coins de la salle. Montez, s'il vous plaît. Madame José est la modératrice de ce premier panel. C'est une avocate exerçant. Alors, j'invite Monsieur Jeff Pambe, quand même. Je vous en prie. Monsieur Harry José, veuillez monter. Maître Jean-Claude Katenede, là. Oui, il est devant. Madame Mélodie n'est pas encore là? Elle est en route, d'accord. Avec le temps que les sous-thèmes qui sont retenus sont les suivants. Contextes actuels de la RDC et constat sur la vie des populations. Ce sous-thème sera développé par M. Jeff Pambe. Le deuxième sous-thème, c'est guerre et développement de la RDC. Quid. Alors, l'éclairage nous sera donné par M. l'abbé José Koundou. Le troisième sous-thème, c'est guerre et droits humains. Et quid sera développé par maître, confrère Jean-Claude Katenede. Et le quatrième sous-thème du panel, c'est acteur et objectif de la guerre dans l'espace Grand Lac, qui sera développé par Madame Elodie Tamuzinda, ancien membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante et qui est arrivant. À cela, je passe la parole. Nous voulons maintenant travailler. Le travail avait commencé, maintenant nous devons écouter et saisir ce dont nous sommes venus ici. Je demande à tout le monde, avec tous les respects que je vous dois, de mettre nos téléphones sous mode avion pour que ça ne nous empêche pas de bien suivre les interventions. Merci.
les modérateurs, je ne sais pas, c'est votre téléphone. C'est mon téléphone. Oui, si vous pouvez le mettre, il faut un code pour que l'on ait. Si vous le donnez, je vais faire ce que je devais annoncer. Nous vous accordons d'aller vers le téléphone et puis éteindre. Merci beaucoup. Moi, je suis José Kitoko, comme on me l'a présenté. Un jour, j'étais dans une conférence, la présentation des personnes a pris autant de minutes que l'intervention. Je ne vais pas présenter les personnes, moi je laisse la parole à la personne, puisque lorsqu'elle se présente elle-même, elle sera un peu courte. Mais lorsque moi je vais le présenter avec tous les honneurs, je vais prendre beaucoup de temps. Avec le respect que je dois, je vais faire intervenir M. Jeff Pambi pour sa présentation. Chers amis, chers collègues, prenez note, suivez ce que l'on va dire. Si vous avez des interventions à faire, il y a un temps d'échange. Si vous avez des ajouts sur ce que M. Jeff va dire, vous notez et vous allez déposer dans l'équipe technique. Comme ça, ils vont mettre dans le document, au moment opportun, ça sera dit pour tout le monde. Les interventions, ce sont des échanges que vous allez faire avec les intervenants et les ajouts notés sur papier, vous allez nous donner et nous allons déposer dans l'équipe technique. C'est compris comme ça. Merci beaucoup. Alain, vous dérangez, Monsieur Grasse, vous dérangez. Nous voulons suivre. Monsieur Jeff, vous avez la parole. Merci, madame. Merci, je disais, madame, de la parole. Et mes remerciements vont aller droit à madame la coordonnatrice du cadre de concertation nationale de la société civile avec toute son équipe, dont à un certain degré nous faisons partie. En fait, nous avons déjà été présentés ici. Je suis Jeff Pambi, administrateur principal de la coalition Alerte RDC et membre de la coordination nationale du cadre de concertation nationale de la société civile, haut membre du LECA protestant de la RDC et coordinateur de la diaspora congolaise, fédéré pour la coalition nationale. On nous a demandé de présenter un contexte succinct, mais succinct vraiment parce que en juste 15 minutes, ce qui serait pratiquement impossible voyant la situation de notre pays qui traverse des moments tels que nul n'ignore. Et l'attente ici serait notamment d'assister à une présentation du type classique avec diapositives ou projections PowerPoint ou quoi que ce soit maintenant. Nous allons succinctement, comme je dirais, proposer à ce que nous causions dans la mesure où nous ne venons pas donner des leçons à qui que ce soit ici. Nous venons ici, comme le titre de l'atelier l'indique, réfléchir. Réfléchir ensemble sur ce qui nous préoccupe. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui se trouve être la situation de notre pays. Et cette situation, à notre avis, est très préoccupante et nécessite à ce que les uns les autres, Congolaises et Congolais, s'y attardent, qui comprennent à la limite quelques minutes de notre temps pour y réfléchir, parce que si nous ne le faisons pas, nul autre ne le ferait à notre place. Ainsi donc, cette présentation, nous l'avons subdivisée en plus ou moins, je n'ai juste fait quelques notes, mais sinon on va parler comme j'ai dit, on va poser. Sinon nous l'avons subdivisée en 4 volets.
Et nous allons évoquer le premier volet qui serait évoqué, le volet très essentiel qui est sécuritaire. Et il y aura le volet politique et diplomatique ou politico-diplomatique. Et puis le volet social. Sur le plan sécuritaire, comme nul n'ignore, le pays fait face à une prolifération exponentielle de groupes armés nationaux et étrangers. Quelques-uns sortent pourtant du lot pour leur organisation structurelle très particulière qui dépasse tout entendement quant au fait que ce sont des groupes dits armés, et l'on connaît ce que c'est un groupe armé, mais ce que l'on vit en RDC est un cas plus ou moins particulier. Et d'autres encore se distinguent, si pas à tous, sur leur capacité en nombre de troupes, en équipement de combat, et d'autres encore par leur nature féroce face aux populations civiles. Et parmi ces groupes, nous citerons les plus en vue, dont le groupe 123, longtemps considéré comme un groupe étranger, c'est de le dire, créé par le Rwanda pour des raisons connues d'ordre expansionniste et économique licite. Mais la situation avec ce groupe 123 a évolué assez drastiquement avec la création d'un autre groupe connu, national, appelé AFC. Je crois que c'est l'Alliance de Fleuve Congo. Nous connaissons qui l'anime, je ne vais pas en détail. Et ce groupe ayant fusionné ou coalisé avec l'M23, cela a donné une nouvelle connotation au groupe autrefois connu et décrié comme un groupe rwandais, et le rendant ainsi plus ou moins, selon les entendements congolais, plus ou moins. Et ce groupe évolue beaucoup au nord Kivu pendant plusieurs années. Beaucoup de propositions par la société civile notamment avaient été faites en leur temps, lorsque ce groupe était encore terré dans les montagnes. Mais la réaction du pouvoir constitutionnel de la République n'a pas été à la hauteur, il faut le reconnaître, pour étouffer ce groupe dans l'œuf avant même, comme je le disais, qu'il ne fusionne avec l'AFC. Ceci a fait que, soutenu fortement, d'abord de manière cachée par le Rwanda, puis ouvertement à la fin, puisqu'on pouvait le voir, plusieurs rapports des organisations ou des organismes internationaux et des centres de recherche locaux ou nationaux les dit clairement. Ce groupe a fini par gagner la ville, en commençant par la ville de Bunagana. Le temps a évolué, étant renforcé par l'arrivée ou la coalition avec l'AFC, ils ont fini par gagner des pans très importants, un territoire vaste comme plusieurs pays du monde, et surtout avec un impact important chez nous lorsque ce groupe a assiégé et mais confisqué, c'est le mot, la gestion de deux grandes villes de l'Est de notre pays, dont Goma et Bukavu, changeant ainsi la donne sur terrain et imposant quasiment
notre gouvernement à pouvoir négocier. Et cela nous amènera à ce qui a été dit ici, des négociations de Luanda, de Nairobi, de Doha, de Washington, de Doha encore, et de Washington attendu. Puis, le groupe EDF, comme on les appelle ADF, d'origine ougandaise. Ce qui est marrant avec ces groupes qui sèment terreur et désolation en RDC parmi les populations civiles, c'est que ce groupe avait été créé en Ouganda, qui est un groupe exclusivement ougandais, pour des raisons de conquête politique. Mais, curieusement, je le disais, ce groupe, plutôt que l'action et le grincement des dents dans la société civile. À aucun moment pratiquement, nous n'avons entendu, et là, c'est un paradoxe, que ce groupe a fait des incursions en Ouganda pour tenter de déstabiliser le gouvernement ougandais. Il se comporte comme un groupe terroriste local, donc national, alors qu'il est extranational. Le troisième groupe que je vais citer parmi les plus en vue, ce sont les FDLR, qui eux sont en réalité l'armée rwandaise de Shipa Kagame, lorsqu'il y a eu ce qu'il y a eu, avec la mort du président Habyarimana du Rwanda, les militaires qui formaient l'armée se sont réfugiés pourchassés par le groupe rebelle de l'époque où le Rwandais, bien sûr, de Paul Kagame, qui venait de prendre le pouvoir chez eux. Et ce groupe d'Habyarimana, à l'époque président du Rwanda, se sont réfugiés en RDC. Et ce groupe constituait, il y a un temps, la raison majeure de la présence de forces rwandaises en RDC. J'ai dit bien présenté en ces temps-là, parce qu'on a fini par démontrer qu'en réalité, ce groupe qui semble, aux yeux de Kigali, en tout cas, comme il le présente à la face du monde, comme un danger à leur régime ou à la stabilité de leurs institutions, serait au Congo et soutenu, je dis bien serait, soutenu par Kinshasa, c'est-à-dire le gouvernement congolais. Mais au fur et à mesure que le débat a évolué, il s'est dégagé un constat selon lequel ces groupes FDR sont en réalité devenus résiduels. C'est-à-dire que ce sont des vieilles personnes qui, à une certaine époque, avaient de la vigueur, mais qui en ont perdu au fil du temps et ne peuvent quasiment plus constituer un danger tel qu'il est présenté au régime rwandais. Et autre chose à dire sur la question, nous vivons aujourd'hui le fait qu'une bonne partie de l'Est de notre pays est occupée par des forces rebelles, ou du moins de forces non régulières, de forces militaires non régulières congolaises et étrangères, mais nous n'avons pas réellement vu là où on nous a présenté comme étant un fief de FDLR qui sont ou qui étaient supposés vivre dans cette partie du pays, ce qui a effrité un peu cet argumentaire du Rwanda. Puis vint le groupe Mai Mai et les Wazalendo. Ceux-ci sont en fait appelés des groupes d'autodéfense, qui sont en fait des jeunes assez forts,
mais déterminés à défendre leur communautés respectives. Et ces groupes sont appelés en fait des groupes des patriotes. Des patriotes dans la mesure où ils protègent leur population ou leur communauté des attaques extérieures, et particulièrement des attaques rwandaises. Et une autre particularité avec ce groupe, notamment les Wazalendo, c'est qu'ils sont officiellement couverts aujourd'hui par une ordonnance présidentielle, les instituant comme un groupe armé, ou un groupe de réservistes armés national qui a le pouvoir d'exercer sur le sol congolais au besoin sous la conduite, sinon le commandement des forces armées de notre pays. Je n'irai pas dans les détails sur chacun des groupes pour passer à la dernière catégorie des groupes, c'est les groupes armés locaux. Et là, je cite juste quelques-uns parce qu'il y en a des centaines qui causent beaucoup de pleurs dans notre pays, notamment les Côte-d'Ivoire. Il y a le groupe Zaïre et bien d'autres. Et ceux-ci sévissent plus en Ituri, et nous savons ce que nous vivons ces derniers temps où quasi quotidiennement nous plairons de manière massive nos populations victimes des exactions de ce groupe, mais aussi des autres groupes cités précédemment. Mais nous ne pouvons pas parler que de groupes qui sévissent à l'est de notre pays, parce que récemment, il y a au moins 3 ans de cela, a surgi un autre mouvement issu des contestations, ou du moins des conflits communautaires à l'ouest de notre pays, et particulièrement dans la province du Grand Bandundu. Et là, nous citons les Mogondo, qui sont plutôt plus armés d'armes blanches et qui causent beaucoup de souffrances dans nos populations, dans le Mali-Ndombe et le Kwango particulièrement, avec une extension signalée dans la province du Congo central. Voilà succinctement la situation qui dérange sur le plan sécuritaire dans notre pays. Et je disais tantôt qu'on ne peut pas présenter dans un atelier aussi important de la société civile le contexte réel de la situation de notre pays en 15 minutes. Ça serait vraiment un mépris à la nation. Vu l'ampleur de ce que nous vivons, mais nous allons essayer de faire un effort là-dessus. Nous parlerons alors rapidement du volet politico-diplomatique. Oui, en politique, rapidement, je dirais que la société congolaise est dispersée. Dispersée dans la mesure où les conflits entre politiciens causent beaucoup d'incidences sur la vie de nos populations. En ce que, depuis la réélection, pour ne pas dire l'élection, du président de la République en exercice, on a vagué de conflit en conflit, au point où il est de remarquer que beaucoup de temps, on le passe à pouvoir pour certains, pour la plupart de ceux qui sont au pouvoir, à trouver des justifications sur ce qui pourrait être considéré comme des inactions face aux besoins de nos populations, parce que concentrer énormément sur la justification qu'on est au pouvoir, qu'on a bel et bien été élu, qu'on a l'impérium, ainsi de suite. Et ceci fait que cela diminue l'efficacité de nos gouvernants pour répondre aux besoins réels de nos populations. Il faudra donc, à notre avis, adresser à fond cette question de légitimité de nos institutions
ce n'est pas moi qui les demande, et puisque la constitution de notre pays l'évoque dans son exposé de motifs, lorsque celle-ci déclare que si nos institutions, je ne le dis pas in extenso, si nos institutions aujourd'hui sont instables et qu'il y a des conflits, c'est à cause de l'illégitimité de nos institutions et de leurs animateurs. Et cette illégitimité est souvent due à des problèmes d'élection. Et les élections, on en a parlé, on aurait bien voulu en parler, puisqu'il me semble que nous en avons eu en décembre 2023, et tout le monde sait ce que nous avons connu qui était tout sauf élection pour certains observateurs avertis. Et cela nous a amenés là où nous sommes. Le gouvernement, de son côté, fait des efforts diplomatiques qui l'a conduit, notamment à ce que nous avons dit tantôt, Luanda, Doha, Washington, Doha, et on attend encore Washington. Mais il se trouve que toutes ces démarches aujourd'hui n'ont pas encore donné des résultats. Et parce qu'il faut noter que toutes ces démarches, tout ce qui a été signé comme document là, fait toujours allusion à des négociations ou à des discussions en interne. Ce qui nous conduit à des initiatives internes. Et ces initiatives internes il y en a eu, je voulais dire. Mais la plus en vue est celle initiée par deux confessions religieuses qui sont la SENCO et les CC. Et cette initiative se trouve être la mieux structurée, la mieux présentée avec toutes les étapes de sa mise en œuvre. Et avant de la présenter, cette initiative présentée sous forme de feuille de route avait premièrement, et promis, c'est vrai d'ailleurs, été présentée au président de la République, chef de l'État, pour son avis, et qui bien entendu était donné, et nos pères des deux confessions se sont lancés dans les consultations que nous avons tous vécues, et on se retrouve à la deuxième étape, qui serait celle des ateliers de haut niveau, dont va découler de la matière en vue du dialogue. Pourquoi le dialogue? Parce que, en fait, l'option idéale pour régler nos problèmes serait l'option militaire. Mais nous ne devons pas nous leurrer. Militairement, nous avons présenté de faiblesses. Nous ne sommes pas, à ce stade, capables de récupérer notre pays. D'où il se pose un problème. Comment faire pour réunifier notre pays? Il se présente une option, c'est la discussion en interne entre filles et fils de ce pays. Et de cette discussion découle des initiatives. Et de ces initiatives, l'une sort de l'autre, qui se trouve être celle que je viens de citer. À vous, en tant que société civile, de voir est-ce que nous devons soutenir un dialogue qui va mettre les uns les autres ensemble pour que, enfin, l'on puisse réunifier notre pays et que la souffrance de nos populations, notamment à l'est du pays, à l'ouest et ailleurs, puisse être soulagée, que le développement de notre pays soit garanti, ou est-ce qu'on rejette l'initiative du dialogue et la société civile, je présume, va suggérer autre chose là-dessus, sachant à l'esprit que l'option militaire, en dépit des efforts qui sont menés par l'équipe de droit, n'a pas donné des résultats à ce stade. Je m'arrête là et je serai prêt à répondre à vos questions. Excellence, nous vous accordons la parole avec l'accord du coordonnateur principal. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je vais vous les présenter. Et si mes excuses sont acceptées, faute
des grands résultats que je viens d'accumuler, alors je vous remercie. Okay. Et je n'ai pas d'explication qui tienne, mais vraiment toutes mes excuses. Madame la Présidente, toutes mes excuses pour les grands retards. Oui. Alors, pour ne pas abuser encore de votre temps, je crois que je n'ai pas grand-chose à dire après les brillants orateurs de tout à l'heure. Nous avons suivi ce que M. Labbé nous a donné comme matière et notre collègue Maître Kadembe. J'ai raté l'exposé de notre collègue Bandi, mais puisque nous sommes toujours avec lui, je connais au moins ce qu'il aurait pu exposer. Et donc là, les compléments que je peux apporter à mon niveau, comme il s'agit de l'éveil de conscience, il s'agit de notre rôle, nous en tant que société civile, c'est juste un rappel de tout ce que nous connaissons. Donc il n'y a pas de nouveau. Nous n'allons plus nous poser la question quel était notre rôle lors de la table ronde. Nous le savons déjà et nous savons ce que nous avons fait à travers Abaco, à travers d'autres mutuelles qui étaient là, qui représentaient presque la société civile. Lors de l'indépendance, nous étions là, même si ce sont nos parents, mais nous savons que nous avions aussi des aînés et des parrains au sein de la société civile. Lors du multipartisme, alors, c'est là où moi je peux dire que nous avons eu un point culminant, puisque lorsque nous quittons un parti unique vers le multipartisme, c'est une grande responsabilité. Est-ce que nous n'avons pas raté ce virage? Qu'est-ce que nous avons fait pour que cette migration, si vous pouvez me permettre le terme, soit une réalité ou un succès afin que le pays soit stabilisé? Si nous avons raté ce virage, nous devons nous demander, nous poser la question pourquoi nous avons raté ce virage. Est-ce qu'il y avait encore une barrière pour dire que la société civile ne pouvait pas s'exprimer? Et voilà que nous avons chuté dans la conférence nationale souveraine. C'est là où la société civile a vibré. Et nous avons compris que la société civile n'était pas une composante qui pouvait être oubliée pour rester en marge du processus et de démocratisation du pays, de la paix et du développement. Et après Sun City, et après la conférence nationale souveraine, nous sommes allés à Sun City, puisque, comme l'abbé venait de le dire, nous n'aurons jamais la paix. Pourquoi? Puisque nous sommes cette fille que tout le monde envie et convoite. Et donc, lorsqu'il y a un village où il n'y a qu'une seule fille, tous les hommes gravitent autour d'elle, et c'est à la fille de prendre ses dispositions. Et donc, cette fille n'aura jamais la paix tant qu'elle n'aura pas pris ses dispositions, vrai ou faux. Et donc, ne nous l'airons pas. Nous pouvons courir le monde entier. Donc, on va vous dire, non, vous n'êtes que cette fille-là, vous n'avez pas changé. Bon, ok, si vous commencez à rester juste sur la route, dire, bon, je suis là, en attendant, vous tous, vous êtes là pour moi, et donc, ils seront là pour vous, ils seront là pour nous. Et donc, nous retenons ce que l'abbé nous a rappelé là-dessus. Et donc, c'est comme ça que nous nous retrouvons encore à Sun City. Bon, là, nous avons dit, finalement, ça sera la fin. Nous ne pouvons plus continuer quand même à être évalués comme ça. Qu'est-ce que la société civile fait? La société civile devient un partenaire incontournable du gouvernement. Le gouvernement est là, on dit ton pied, mon pied. Et donc là, nous serons aussi dans le gouvernement de transition, nous serons aussi dans ce parlement de transition, nous serons là pour mettre en place les institutions et nous serons ensemble. Et voilà qu'après, à partir de Sun City, pour accompagner les institutions, c'est à nous de nous demander qu'est-ce que nous avons raté. Puisque juste après, nous avons compris qu'il fallait maintenant construire le pays. Voilà que nous avons les DCP qui nous viennent à la société civile, de ces DCP.
Mais dans l'exécution, la société civile n'était plus là. La société civile ne suivait rien, la société civile ne contrôlait rien, et nous comprenons que le gouvernement a aussi ses priorités, ses agendas. À un certain moment, vous n'allez pas poser la question au gouvernement, pourquoi vous n'avez pas fait ceci ou cela, on va vous dire qu'il y a beaucoup de priorités. Mais c'est à nous de dire, notre citoyen, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que nous sommes toujours cette sonnette d'alarme? Lorsque ça ne marche pas, nous disons non, non, arrêtez-vous, ici il y a un problème, nous allons tout droit dans cette il n'y avait pas cette sonnette d'alerte, et s'il y en avait, c'était fait d'une manière maintenant éparpillée. Pourquoi? Puisque une partie de la société civile est dans le gouvernement, une partie de la société civile est pro-gouvernement, une partie de la société civile est contre le gouvernement. Donc la société civile dans l'opposition, vrai ou faux? La société civile dans la majorité, vrai ou faux? La société civile au gouvernement, et maintenant notre case était en train de s'éviter. Et donc, comprenez que si nous avons joué notre rôle, si nous avons pris conscience de cette évolution, de tout ce qui a comme changement, aujourd'hui nous ne serons pas. Lorsque le pays est évalué, on ne pose pas la question qui est X ou Y, où est la tête de telle ou de telle autre personne. Les hommes passent, les institutions restent. On évalue la nation congolaise, on évalue les citoyens congolais. Nous tous ensemble, c'est pour cela que chacun de nous doit jouer son rôle et la société civile est en train de lâcher les siens et nous ne serons pas là juste pour critiquer, puisque les autres font ce qu'ils ont à faire, mais c'est à nous de dire là-bas ça marche, là-bas ça ne marche pas. Le Parlement a le contrôle parlementaire. De quelle manière est-ce que le Parlement contrôle? Nous disons, bon, le Parlement est là. Lorsqu'il y a des problèmes, nous critiquons ensemble. Mais est-ce que nous avons le temps d'interpeller aussi le Parlement? Parce que ce sont nos élus qui sont là, vrai ou faux. Donc nous avons le pouvoir de dire à chaque rentrée ou ouverture ou clôture parlementaire, nous devons être là aussi pour dire voilà ce que dit la société civile. Dans les sessions, nous les avons en vacances. Nous sommes incapables de même de les inviter et dire voilà, chaque circonscription électorale, la société civile dit ceci, dit cela, voici notre message, nous ne sommes pas là. Alors pour y aller vite, puisque nous n'allons pas abuser du temps, rapidement, nous sommes tombés encore dans cette fille-là, la même fille-là, la belle fille-là, est tombée encore, au lieu de parler de ces France, États-Unis, Chine, je ne sais pas comment, mais lorsqu'ils se saluent avec les ennemis, vous vous regardez, vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment ils se saluent comme ça? Nous disons, bon, comment nous autres nous saluons par nous de l'autre? Et là, ça nous a quand même fait une leçon. Et donc, là, il ne devrait plus y avoir d'opposants du gouvernement, de société civile, je ne sais pas, il devrait y avoir tellement. En fait de compte, nous avons commencé d'abord à organiser des réunions internes. Mais en fait de compte, nous avons commencé d'abord à organiser des réunions internes. Mais nous avons compris que c'était tard, puisqu'il fallait d'abord le faire au pays. C'est au pays que cela devrait se comprendre qu'on devrait commencer. Mais au pays, il y avait la même situation. Moi, pour que j'entre, je ne sais pas si au soir, de où les acteurs du Sud qui sont dans la salle ici, pour que j'arrive à Kampala, moi je crois qu'on avait pris la vie pour venir juste me soulever avec, vous devez aller là-bas. Puisque je ne peux pas être quand même là, à être batraqué, à être suivi ou attaqué par les M23 et me dire que moi j'irai échanger avec eux. J'ai été convaincu à la dernière minute et j'étais parti à Pont-Clair. Mais par après, j'ai posé la question maintenant aux acteurs qui m'ont mandaté. J'ai dit, vous m'envoyez là-bas. Mais entre-temps, vous continuez aussi à déclarer autre chose de l'autre côté. Maintenant, moi, je suis là pour le compte de Dieu. Je vais rentrer. J'ai dit, je grève, je rentre aussi. On a dit, non, 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 on s'est réunis et on va voir si la société civile dans son ensemble va produire une déclaration. C'est là où nous avons fait des mailing lists, où nous avons commencé à vous communiquer journalièrement tout ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais cette méfiance était tellement grande que nous ne pouvions pas nous organiser aisément. En bref, lorsque nous avons commencé à avoir le feedback et nous disons voilà ce que la société civile nous dit. Je vous fais un mail
les mailing lists, ceux qui n'étaient pas copiés peuvent me pardonner. D'emblée, je ne sais pas si je peux copier tout le monde, mais je faisais quand même des mails aux composantes. Et voilà que les retours nous ont bien alimentés. C'est là où nous avons commencé à voir le même son de cloche, et avec le gouvernement, et avec les confessions religieuses, jusqu'à ce que nous puissions vraiment tisser toutes les stratégies pour goûter l'ennemi hors de notre territoire national. Quelle est la leçon que nous tirons? La leçon que nous pouvons tirer, moi je vais vous la laisser. Peut-être c'est des tours, si moi-même j'y réponds. Mais dans tout ce que je voulais de vous dire, je ne peux pas vous faire les détails parce que nous n'avons pas toute une journée. Mais je vous assure que si nous comprenons que c'est ensemble que nous pouvons bâtir le pays, la nation, il n'y aura pas de gouvernement de côté. La société civile de son côté. Lorsque je vois Doha, je me dis, donc on n'a pas encore commencé à réfléchir. Lorsque je vois les États-Unis, je dis, on n'a pas encore commencé à réfléchir. Et même l'Angola. Si c'est à l'issue de cet atelier que les réflexions vont commencer, alors c'est à nous de voir, c'est à nous de pousser. Nous ne les faisons pas, les années vont encore passer. Vous savez, après ça, lorsque nous avons commencé à jubiler, c'est les chefs de bureau de la MONUSCO m'avaient dit, Madame Elodie, je te vois vraiment très en mouvement. Et d'abord, on appelait Maman Moukoya sur Kinshasa, Maman boîte à image. À cette époque, il fallait commencer à sensibiliser sur les référendums, sur les élections. Moi aussi, j'ai fait la même chose à Bukavu. On m'appelait aussi Maman boîte à image. Et c'est la MONUSCO qui nous fournissait et les boîtes à image, et les pannes et autres. On dit félicitations. Néanmoins, je vous assure que cette guerre ne finira pas si vous-même vous ne décidez pas que ça prenne fin. Nous allons vous accompagner. Mais c'est le chef du bureau en question est parti. Alpha est venu, il m'a dit presque la même chose. Maman a fait à Ouadrao, elle m'a parlé presque de la même chose. Et aujourd'hui, si vous parlez avec Madame Keïda, elle peut vous parler aussi de la même chose. Et donc, la balle est à notre camp. Dans ce politique, nous avons dit, est-ce que la société civile a contrôlé? Est-ce que la société civile s'est impliquée pour dire, mais là, moi, je viens pour faire des lignes de conduite? C'est quelque chose de nouveau. Nous ne savons pas comment nous y prendre. C'est la société civile qui est une force de proposition qui devrait être. On a laissé tout aux politiques et voici là où nous sommes. Donc, reprenons juste notre bâton de terrain, puisque notre intérêt, c'est la stabilité du pays, c'est le développement durable, c'est la paix durable. Et si nous reprenons juste ces débats entre nos mains, je crois que nous ne serons plus cette société civile qui sera mal jugée par les générations futures. J'ai dit et je vous remercie.